une radio au cœur de la Côte d'Ivoire. Fréquence Vie, la nationale des églises protestantes et évangéliques. Merci à tous les auditeurs qui sont restés en notre compagnie depuis le début de cette émission. Juste à l'instant, nous allons recevoir donc une dame dans le cadre de cette rubrique consacrée donc à la présentation et à la découverte d'un métier. Et il me plaît de vous rappeler que l'équipage est conduite de main de maître par l'Éternel des armées lui-même. Yahweh Emmanuel est le réalisateur de ce travail d'équipage. Je me tiens juste à ses côtés pour vous présenter notre invité, qui n'est autre que Madame... Alors, je le fais ou alors comment on fait? Vas-y. D'accord. Alors, je voulais dire donc que nous sommes en compagnie de Madame Anno Marie-Hélène, c'est comme ça qu'on va la présenter. Elle est... Alors, comment appelle-t-on le métier que vous exercez, Madame Anno? Bonjour déjà. Okay. J'ai dit bonjour aux auditeurs de Fréquence Vie. Bon, je suis déjà présentée. Je voudrais simplement dire que le métier que j'exerce est un métier très passionnant, mais très, très, très méconnu. D'accord. Voilà. On vous appelle éducatrice spécialisée. Voilà. C'est quoi une éducatrice spécialisée? On dit éducateur spécialisé parce que c'est un métier mixte. D'accord. Voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dames là-dedans, mais c'est un métier mixte. On dit que nous sommes des travailleurs sociaux. En général, les gens nous confondent avec les assistants sociaux, mais nous travaillons dans la même sphère, donc nous sommes collègues. Voilà. D'accord. Alors moi j'ai envie de savoir, quand vous dites qu'on vous confond, comment nous autres, comment des mortels qui ne sommes pas de votre milieu pouvons faire la différence? Quel est le distinguo entre, je dirais, un assistant social et un spécialiste de ce domaine-là? Bon, qu'est-ce qui vous différencie ou alors qu'est-ce qui vous caractérise vous par rapport à eux? Bon, ce qui nous caractérise, c'est que nous travaillons avec surtout les personnes handicapées. Les personnes handicapées, les personnes souffrant de déficiences physiques, mentales et tout ça. Aussi les personnes marginalisées. Telles que les... Bon, on connaît le phénomène des albinos, des personnes atteintes de VIH-Sida. Voilà, ces personnes-là qui sont souvent rejetées par la société. Ça peut être aussi les aveugles, les handicapés, comme on dit? Physiques, voilà. Puis les sensoriels, c'est-à-dire les sourds, les aveugles, voilà. Les personnes qui sont dans des fauteuils roulants, voilà. Toutes ces personnes-là sont notre cible en général. Alors, de façon générale, votre travail commence par quoi le matin? Le quotidien pour un spécialiste de votre domaine? Bon, tout dépend du service dans lequel vous êtes orienté, parce qu'il y en a qui travaillent à la MACA, voilà, parce qu'ils travaillent avec les personnes qui sont incarcérées. Donc le matin... Donc des personnes marginales encore. Oui, bien sûr. Donc le matin, il va se lever, il va aller à son travail, il va entrer en contact avec ces personnes-là, voir comment est-ce qu'elles se portent au plan psychologique, au plan physique. Et puis bon, on fait des projets... Affectifs aussi? Affectifs. Puisque quand on se retrouve derrière les barreaux, en général, on est coupé de sa famille, de tout. Donc l'éducateur est là pour lui apporter cette présence-là. Vous faites un travail de relais? Oui, surtout. Et il y a un aspect beaucoup psychologique dans notre formation. Voilà. Alors, avant d'arriver là, j'ai envie de savoir quel est le parcours donc d'un éducateur spécialisé. Ça commence par quoi? Et certainement, peut-être les motivations sont plutôt personnelles. Bien sûr. Mais quel est le parcours? Bon, il faut d'abord être titulaire d'un baccalauréat plus 2 années. C'est-à-dire qu'au moins, avant, maintenant même c'est la licence. D'accord. Voilà, donc un bac plus 2 ou plus 3. Et puis, il faut présenter un concours à l'UNFES. Donc, c'est un concours national. Un concours national. Et puis, après la formation, après l'obtention la réussite au concours, vous allez pour la formation qui dure 2 ans et puis qui est sanctionnée par un diplôme d'État. Ça correspond à quoi? Un bac plus 4, un bac plus 5 Bon, oui, un bac plus 4. D'accord. Voilà. Donc, lorsque vous sortez, vous avez à soutenir un mémoire. Voilà, ce qui est un projet éducatif. Pendant 6 mois, vous êtes dans un service. Pendant 6 mois, vous faites vos preuves. Et puis, bon,
présenter ce projet éducatif. Si vous avez réussi à ce projet, alors vous êtes remis à la fonction publique qui saura faire ce que veut de vous. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire que les éducateurs, enfin, que votre métier, les éducateurs, autant pour moi, est-ce que les éducateurs, est-ce qu'il y en a suffisamment en Côte d'Ivoire? Parce qu'on sait quand même que les besoins sont énormes. Est-ce que vous êtes un nombre suffisant? Vraiment, ça c'est l'un des grands problèmes. C'est ce qui fait que même nous ne sommes pas connus. Parce que nous sommes près de 20 millions en Côte d'Ivoire. Ouais. Mais on n'est pas plus d'un millier d'éducateurs spécialisés. Ça veut dire donc un éducateur peut-être pour... 1 million même. Peut-être même 2 millions. Voilà. Là, donc vous voyez que vraiment il y a beaucoup à faire. Wow. Le gap est grand. Hein? Voilà. Wow. Alors qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent aujourd'hui du handicap. Après les guerres que nous avons vécues, il y a des traumatisés. Il y a des personnes qui ont été affectées mentalement et qui sont aujourd'hui, qui ont perdu leur emploi. Toutes ces personnes-là doivent être prises en charge, malheureusement. Les psychologues, il y en a combien? Et nous travaillons en même temps, en tant que psychologue aussi. On ne peut pas vraiment satisfaire parce qu'on n'est pas nombreux. Une promotion peut peut-être comporter 30 à 40 personnes. Seulement. Même pas 100. Non. Alors, ce qui est intéressant, c'est que de façon générale, dans une société donnée comme la nôtre, les besoins de ce type-là sont assez importants et je dirais même de plus en plus importants parce que vivre donc dans un environnement urbain comporte énormément de complexité. Est-ce que les éducateurs spécialisés sont plutôt nécessaires à la ville ou aux milieux ruraux? Non, nous sommes nécessaires partout. En milieu urbain comme en milieu urbain, en milieu rural. Pourquoi? Parce que même en milieu rural, nous agissons comme agents de développement. Voilà, donc lorsqu'il y avait les conseils régionaux, voilà, nous menons des projets pour permettre aux populations de bien vivre, de mener des projets, par exemple, d'adduction d'eau. Nous faisons des projets. Tant que la population n'est pas à l'aise, qu'elle a des difficultés, nous sommes là pour aider à combler le besoin de cette population. Alors, nous sommes par exemple dans une situation d'après-crise. Quel est le travail qui revient à l'éducateur spécialisé, je dirais dans l'environnement géographique immédiat? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il est amené à faire au quotidien? Il doit éduquer. D'abord, on dit que c'est dans l'esprit des hommes que naît la guerre. Il faut dans cet esprit aussi enseigner, éduquer pour que les personnes n'arrivent pas à de telles extrémités. Donc nous faisons d'abord un travail d'éducation. D'accord, donc de prévention on dira? De prévention. Donc, sur les méfaits de la guerre, parce qu'il y en a qui n'étaient vraiment pas peut-être au cœur même de la guerre, parce qu'ils n'étaient pas forcément soldats, mais ils ont pris certainement des balles perdues, ou bien même ils ont perdu des proches, et il n'y a pas quelqu'un qui est sorti gagnant dans cette guerre. Donc, comme je le dis, donc on fait d'abord de la prévention. On prévient tout ce qui peut arriver. Quels sont les dangers que nous courons? Donc, on fait de l'éducation. Et après, quand par exemple le danger est arrivé, quel est le travail que vous faites? Parce qu'on va dire qu'en ce moment, ça devient plus délicat. Oui. Quelqu'un a tout perdu, il ne lui reste plus d'espoir. Effectivement. Maintenant, nous faisons la prise en charge maintenant psychologique. Voilà. Lorsque la personne est désespérée, elle ne veut plus, bon, souvent même tente à sa vie. Oui, évidemment. Voilà, donc, des gens qui vont tenter de se suicider. Effectivement. Donc nous prenons ces personnes, nous faisons beaucoup l'écoute, parce que souvent il y a des gens qui ne peuvent pas partager ce qu'elles vivent. Absolument, oui. Voilà. C'est pas facile. Voilà, donc nous sommes tenus au secret professionnel. Donc nous avons des séances d'écoute avec ces personnes, nous les encourageons, nous les motivons à sortir d'elles-mêmes, à sortir de cette situation pour pouvoir s'engager. Pour pouvoir reprendre la vie, on va dire. Effectivement, Est-ce que, quelles sont les tendances de besoins ou de problèmes qui se dégagent dans votre constat? Quelle est la tendance la plus récurrente? À quel niveau les gens ont des besoins? C'est des besoins de type affectif, des besoins de type... c'est des gens qui ont envie de se venger, c'est des gens qui ont envie de quoi exactement? Bon, quand on a l'occasion de partager d'écouter ces personnes, il y a le désir de vengeance.
J'imaginais. Oui. Désir de vengeance, parce qu'ils ont perdu un être cher, parce qu'ils ont perdu des biens. Bon, vraiment, le désir de vengeance est encore là. Donc, nous travaillons là-dessus pour dire alors que... justement, j'ai envie d'en parler. Comment régler, ou alors comment est-ce que vous travaillez? Comment vous appréhendez donc le désir de vengeance? Comment vous arrivez à bout dans le cœur de quelqu'un qui a envie donc de se venger? Comment est-ce que vous arrivez à l'en dissuader? Je pense que c'est avec l'amour, hein, parce que la plus grande âme ne peut rien devant l'amour. Ça, c'est vrai. Donc, C'est la seule arme qui est capable de... Voilà, de désamorcer toutes les bombes, même physiques, même spirituelles, même psychologiques. Donc, nous leur apportons de l'amour, nous leur disons qu'il faut aimer l'être humain. D'accord. Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct, comme vous avez pu le constater par vous-même sur Fréquence Vie. Nous parlons encore aujourd'hui, dans le cadre de l'invité du jour, de ce métier assez passionnant, mais qui nécessite beaucoup plus d'écoute à l'effet de savoir de quoi il retourne. C'est le métier d'éducateur spécialisé. Il y a également les assistantes sociales, certainement qu'elles viennent juste en dessous, hein, dans l'ordre hiérarchique de votre profession. Alors, aujourd'hui, nous avons Mme Anno-Marie-Hélène qui, depuis quelques années, combien d'années déjà, vous faites ce travail-là, ce métier? Depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Alors, je crois savoir, pour la petite histoire, que vous avez, comme spécialité, enfin, ce qu'on va dire que c'est une spécialité, quelle est votre spécialité et sur quoi est-ce que vous avez basé votre travail de fin d'études? Moi, j'ai travaillé sur le handicap en sensoriel, particulièrement la cécité. C'est-à-dire les aveugles, comme on dit, voilà, dans notre jargon public. D'accord. Non-voyantes. Et c'était quoi? Qu'est-ce qui vous a poussé donc à ce travail et qu'est-ce que vous en avez retenu? D'abord, c'était une histoire personnelle. Hein. Il faut dire que j'étais encore toute petite et puis j'appartenais à une communauté. On était allé rendre visite à l'Institut des aveugles. Nous avons fait des dons, nous avons partagé le repas avec ces enfants-là. Et ça m'avait marqué parce qu'on a joué au football, eux, ils ne voyaient pas. On a joué avec une balle, on appelle ça, dans notre jargon. Elle est sensible, quoi, la balle. Comment est-ce qu'ils font pour la voir, pour la sentir, on va dire? Voilà, en fait, il y a des grelots là-dedans. Voilà, donc lorsque la balle bouge, ça fait du bruit. Et comme eux, ils ne voient pas, ils entendent. Donc, ils suivent de façon... Le bruit, voilà. C'est formidable. Et donc, nous avons partagé une journée avec ces enfants. Et puis, je suis partie. J'étais peut-être au CM2. Ça m'a marqué, mais bon, pas plus que ça. Des années plus tard, 20 ans, je viens habiter dans le quartier où se trouve le même institut. 20 ans plus tard, j'arrive et chaque fois que j'allais faire mes courses, je rencontrais les aveugles qui avaient du mal à traverser la route. Spontanément, je partais proposer mes services. Il y en a qui en avaient beaucoup honte, mais moi, j'étais honorée même de les voir et puis de les aider à traverser la route. Comme ça, je faisais chaque fois que je passais là, je voulais vraiment m'assurer qu'ils ont bien traversé la route. C'est comme ça que c'est parti. Et je ne connaissais même pas encore le métier d'éducateur spécialisé. D'accord. Et puis bon, j'aimais beaucoup aider les personnes. Un rapport affectif. Voilà, j'aimais beaucoup ces personnes qui souffraient. Je me suis dit, mais et si moi je me retrouvais dans cette situation-là, comment est-ce que j'allais vivre ça? Comment j'allais appréhender? Et donc c'est ce qui m'a poussé. Quand je suis arrivé à la formation, on nous a demandé de choisir des centres pour faire les stages. Puis j'ai pensé à eux. J'ai dit, mais je vais aller faire la formation. Et comment ça s'est fini? Ça s'est très bien passé parce qu'il fallait apprendre d'abord à connaître le quotidien d'un aveugle. Et aujourd'hui, vous travaillez avec les aveugles? Oui, après la formation, j'ai été affectée encore avec les aveugles, chez les aveugles. Donc, je crois qu'il y a une histoire d'amour qui nous lie. Alors comment est-ce que finalement, votre quotidien, vos relations au quotidien? C'est très intéressant parce que, il faut dire que comme ils ne voient pas... Nous, on a les sentiments qui ne sont pas comme nous. Oui, ils ne sont pas comme nous, mais ils sont comme nous aussi. Ils sont comme nous parce qu'ils ont les mêmes émotions que nous. La seule différence, c'est que physiquement, ils ne peuvent pas distinguer. Mais ils distinguent avec la main. Donc, par exemple, moi, dans ma relation avec mes pensionnaires, ils me disent, mais madame, comment est-ce que tu es? Comment est-ce que tu es? Est-ce que je peux te toucher? Je dis, il n'y a pas de problème. Et puis, bon, il me touche. Donc, il se fait une idée? Il se fait une idée de la personne qui est en face. Il dit, tantôt, tu es grosse. Tu vois ça? Je dis oui, touche mes cheveux, touche ma tenue. Ah bon? Et c'est comme ça. Je dis, moi, il n'y a pas de problème, tu peux me toucher. Parce que tu ne peux pas être avec quelqu'un que tu ne connais pas. Absolument, oui.
Donc, au lieu de t'imaginer comment je suis, tu ferais mieux de me toucher. Donc, ça crée un rapprochement. Voilà, ça crée un rapprochement et ça fait tomber beaucoup de barrières. Donc, la confiance s'installe. Et ça se passe très bien parce que quand j'arrive le matin, je passe les voir. Je m'occupe d'eux parce qu'il y en a qui sont encore plus petits. Il faut les aider à prendre le bain, à se laver, à faire le lit, à faire le rangement. Ouais. Ensuite, maintenant, les aider à aller en classe pour suivre les cours, C'est pas facile, leur expliquer les cours. Voilà, puisqu'ils ont une écriture spéciale. Le braille. Donc, il faut les aider. Alors, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. C'est dommage. Si quelqu'un souhaiterait devenir éducatrice ou éducateur spécialisé, quel conseil lui donneriez-vous? Moi, je dis que d'abord, tous les chrétiens devaient être éducateurs spécialisés. Parce que Jésus était éducateur spécialisé. J'aime le dire. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il n'est pas venu pour les gens de bien. Pour des gens aveugles, il a guéri les aveugles, il a fait entendre les sourds, il a libéré les démoniaques, les personnes qui étaient marginalisées comme les femmes de mauvaise vie. Jésus est entré, il a mangé avec ces personnes Zachée, qu'on avait peut-être stigmatisées. Tout à fait, oui. Mais c'est le quotidien d'éducateur spécialisé. Ouais. Donc, je peux dire à tous les chrétiens, surtout aux femmes des hommes de Dieu, des pasteurs, aux femmes responsables, même s'ils ne peuvent pas passer le concours, d'aller, parce que la formation aussi peut se faire au privé. D'accord. Voilà. Et de se faire former pour pouvoir donner la chance aux chrétiens qui sont avec eux, même les gens qui ne sont pas convertis, à bénéficier de l'amour. Donc, ça veut dire que que finalement, il faut beaucoup d'amour pour travailler dans ce milieu. Oui, parce que c'est un milieu... Pas beaucoup d'amour pour soi, mais beaucoup d'amour pour les autres. Il faut aimer les autres parce que aider... Tu n'auras rien en retour matériellement. Mais si tu n'aimes pas, tu ne peux pas le faire. Il y en a qui peuvent faire les besoins sur elles. Il faut que tu puisses les aider parce qu'il y en a qui sont couchés. On a toutes sortes de personnes avec nous. Et puis, c'est la dignité humaine qu'on veut donner à l'être humain. Donc, si tu as cet amour, ils se sentent valorisés. Valorisés. Pour dire que c'est vrai qu'ils ont un handicap, mais ils sont encore utiles pour la société. D'accord. On va donc dire merci à Mme Ado-Marie Hélène. Certainement qu'on aura l'occasion de continuer, pourquoi pas la semaine prochaine, si elle en a... Il n'y a pas de problème. Voilà, on va continuer, on va vraiment insister sur des éléments essentiels. Une radio au cœur de la Côte d'Ivoire. Fréquence Vie, la nationale des églises protestantes et évangéliques.